Coucou toi, et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je voulais tout d'abord te remercier pour tes retours sur le dernier épisode avec Mathéo, qui m'ont fait très plaisir. Le fait que tu l'aies apprécié me donne de la motivation pour continuer ce projet, et je t'en remercie vivement. Je te présente aujourd'hui le dernier épisode du Canap, que j'ai tourné avec quelqu'un dont l'univers et le travail me touchent beaucoup. Cécile, aka la Mona Lisa sur Instagram. Dans cet épisode, on a parlé d'art, de comment l'art se trouve être un moyen d'expression à des moments où les mots ne le sont pas, d'amitié, et de plein d'autres choses encore. Le tournage de cet épisode s'est fait dans des conditions un peu particulières car, avec Cécile, nous avons discuté dans un café friperie de Saint-Étienne, le Dépose tes fripes. Je te recommande vivement d'y faire un tour si tu en as l'occasion. Tu y trouveras un coin chaleureux et des gérantes adorables et accueillantes. Cela explique lesquelles sont propres à une boutique que tu entendras durant cet épisode. Je t'invite à venir suivre le Canap sur Instagram, ainsi qu'à me mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur YouTube pour me faire part de tes retours sur cet épisode. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même ? Le plus vieux souvenir c'est vraiment une bonne question, parce que là, il faut vraiment chercher du coup. Le plus vieux souvenir que j'ai de moi-même. Parce que là, posé comme ça, forcément, ça vient pas tout de suite, alors que pendant une conversation, tu dis « Ah oui, c'est vrai ». Mais là, celui qui me vient à l'esprit au plus vieux, ce serait en maternelle, quand on devait choisir ce qu'on allait prendre pour la récréation. Et avec mon cousin, on prenait tout le temps le vélo où c'était pour deux personnes, donc il y en avait un qui pédalait et l'autre qui était au-dessus. Et petit tyran que j'étais, c'était tout le temps moi qui ne pédalais pas et qui montait sur le côté, on était doudou, tranquille. Donc je pense que c'est le souvenir qui est le plus vieux, pour le moment, dont je me souviens. Écoute, n'hésite pas, si tu as un ajout à faire, Okay. tu me coupes. Ça marche. Et ton cousin, tu le voyais beaucoup à cette époque ? Je le voyais beaucoup, maintenant moins parce qu'il étudie à Lyon, mais ça reste pour moi quand même toujours mon petit frère. Bon, il est âgé de moins d'un mois que moi, donc il est plus jeune que moi de un mois, mais ouais, on est toujours aussi proches et on rigole toujours aussi bien. D'accord, tu dis que tu le considères comme ton petit frère, c'est-à-dire t'es enfant unique, c'est ça ? C'est ça. Et comment tu l'as vécu ? D'être enfant unique ? Ouais. Petite, mal, parce que y a personne avec qui jouer, papa et maman travaillent tout le temps, ils n'ont pas forcément le temps. Donc un exemple tout bête, pour jouer à la bonne paye, je jouais toute seule. Mais après, avec le temps, je trouve ça plutôt bien parce que tu peux souvent être toute seule. Quand tu veux, tu es assez libre. Après, c'est sûr que quand on est fille unique ou fils unique, on est forcément un peu plus gâté, je pense, que quand on a des frères ou des sœurs. On te l'a fait remarquer, ça ? Que tu étais plus gâtée que... Non. Non. Est-ce que tu parlais de tes parents, comment ça se passait déjà avec tes parents à l'époque ? J'ai toujours été super proche de ma mère, parce que mon père travaille à plein temps, tandis que ma mère travaillait à mi-temps à l'époque. Et maintenant, mon père travaillait à distance dans le sud. Maintenant, il est revenu, donc c'est cool. Mais du coup, j'ai toujours gardé ce lien avec ma mère qui est très fusionnel. Et mon père, je m'entends très bien avec lui, mais c'est juste que c'est un rapport qui est différent. Mais sinon, tout se passe bien. Et si tu devais faire le portrait de Cécile, 5 ans à la maternelle, qui est petit tyran avec son cousin, ce serait quoi ? Alors une grosse chipie, vraiment une petite chipie, une petite peste. Si je pouvais retourner en arrière, je me donnerais peut-être des petites tartes, parce que j'étais vraiment insupportable. Et parfois j'avais des réactions très égoïstes, qui maintenant avec le recul je me dis plus jamais, je veux plus faire ça. Mais heureusement que ça a changé avec le temps. Mais ouais, je pense que ce serait le gros caractère qui reviendrait, c'est petite peste. Tu le conscientises maintenant ou alors déjà à l'époque on te le faisait remarquer ? Alors je m'en suis rendu compte en grandissant, mais aussi par rapport à ce qu'on me racontait et de mes souvenirs. Ouais. Et il y a des trucs que je regrette encore maintenant et je me suis excusée par rapport à ça, etc. Mais ouais, j'en ai vite pris conscience avec le temps. Donc là, t'étais en maternelle, c'est ça ? Pour le souvenir ? Oui. Oui, c'était en maternelle. Et comment s'est passé le passage au-dessus, le passage à l'école primaire ? L'école primaire, déjà c'était différent parce que j'avais plus mon cousin, alors qu'avant je restais tout le temps avec lui. On a pris des écoles différentes, enfin on est rentré dans des écoles différentes.
Et début primaire, bah, ça s'est bien passé. De ce que je me souviens, on avait fait une sortie au château et c'est là où j'avais rencontré mon ancienne meilleure amie de l'époque, qui ensuite est devenue mon repère. Et de ce que je me souviens, ouais, ça s'est plutôt pas mal passé. Bon, après, en primaire, il y a des enfants qui sont un peu méchants, donc je me suis ramassé quand même des remarques par rapport à mes origines. Mais sinon, à part ça, de bons souvenirs. Alors, juste pour que tout le monde soit au courant, tu peux me rappeler tes origines? Je suis vietnamienne, cambodgienne et française. D'accord, ok. Et c'était quoi les remarques qu'on te faisait? Des trucs tout bêtes, hein, chung chang chung, les yeux bridés, enfin les gens qui tirent leurs yeux, etc. Des trucs vraiment bêtes, quoi. Mais quand on est petit, ça fait mal. Mais avec le temps, quand on grandit, bah, on passe outre. Et normalement, on ne devrait pas, parce que à force de se ramasser des remarques, on réagit plus. Et c'est comme si on considérait ça comme normal, alors que ça l'est pas du tout. Mais c'est juste qu'on en a marre au bout d'un moment. Et on n'a plus envie de réagir à ça, en fait. Et aujourd'hui, c'était quoi ton évolution là-dessus? C'est-à-dire, aujourd'hui, t'en es où? Et t'es passé par quelles étapes sur les remarques racistes qu'on t'a fait? Alors, au début, ça me faisait mal, dans le sens où ça me rendait triste quand même, mais je ne montrais pas forcément. Ensuite, c'est passé par la colère, et maintenant, c'est limite, j'en rigole, ou alors je réagis pas, mais je le prends vraiment, ça montre le niveau des gens, et je m'attarde pas là-dessus en fait. Ok, d'accord. Tu disais que ton meilleur ami, c'était ton repère. C'était quoi votre relation à l'époque? Ma meilleure amie, c'était Mélissa du coup. Ça a duré longtemps. Et notre relation, c'était vraiment, on se faisait confiance à 100%, on se racontait tout, on rigolait vraiment super bien. Et je savais qu'elle était là pour moi, comme moi j'étais là pour elle. Et c'était un peu... je la considérais plus comme ma grande sœur que mon égale. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment, je me sentais vraiment bien avec elle et protégée entre guillemets. Non, c'est pas du tout bizarre. C'est des relations de meilleurs amis, je pense. Ouais. C'est normal. Et du coup, tu fais toute l'école primaire avec du coup, ton repère familial qui a l'air stable. En tout cas, avec ta mère, en tout cas, où vous êtes très proches. Et avec un autre appui à l'école, du coup, qui était Mélissa. Est-ce que tu avais d'autres repères à ce moment-là? Est-ce que j'avais d'autres repères? Après, comme toutes les histoires en primaire, je pense qu'on a des amis, après on se fait des petites embrouilles, des disputes par-ci par-là, mais non, pas vraiment. Oui, je pense que ça s'arrêtait à ma famille et à mes amis, qui, au final, avec le recul, n'étaient pas tant des amis que ça, mais ouais, c'était ça mes repères. Mais surtout ma meilleure amie, du coup. Ouais. Tu veux en parler des amis qui n'étaient pas forcément tes amis? Quand on est petit, on n'a pas forcément la notion de... Enfin, on n'a pas la même notion en étant petit que maintenant de ce qu'est être ami. Et quand on est petit, quand on rigole bien avec un autre enfant, on se dit « Ah ça y est, c'est mon copain, etc. » Mais derrière, il y a eu de l'hypocrisie, un peu des coups de couteau dans le dos. Et avec le recul, je me dis « Mais c'était loin d'être bénéfique pour toi, c'était pas bon en fait, c'était néfaste. » Donc, ouais, c'est naïf. C'était quoi ta relation, ton rapport à ton âge quand tu étais enfant? Est-ce que tu te sentais bien en tant qu'enfant ou tu jetais un peu la cour au-dessus? Alors, en primaire, je ressentais pas trop cette différence, pas tant que ça. Mais à côté, j'allais dans un centre et dans ce centre-là, mes amis n'avaient pas mon âge du tout, ils avaient en général 2 ou 3 ans de plus que moi. On me disait que j'étais mature. Peut-être, mais à ce moment-là, je le ressentais pas vraiment. Et c'est plus arrivé vers fin primaire, début collège, que je me sentais un petit peu plus grande comparée à certains. Enfin, pas plus grande, mais plus mature. Ou alors, c'est juste une manière de penser qui est différente. Mais en primaire, non, je ne ressentais pas vraiment cette différence. Pas encore. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à la ressentir? Je pense que ça a commencé déjà par les moqueries. Parce que je me suis dit, c'est enfantin, c'est très gamin. C'est un manque de maturité, etc. Donc rien que ça, je pense que ça m'a aidé à évoluer. Et le fait d'être enfant unique aussi, que mon père soit pas souvent à la maison, que ma mère travaille aussi en même temps, même si c'est à mi-temps. Et puis après, vers mes 9 ans, elle a commencé à travailler à plein temps. Donc il a fallu que je m'occupe de moi toute seule, que je me débrouille à faire à manger, à m'occuper, même si les parents sont pas là, à faire bien attention, etc. Donc je pense que ça aussi. 9 ans. 9 ans quand j'ai commencé à être seule. Bon, au début, j'avais une nounou, elle venait le soir, elle venait pour 3 heures. Mais quand j'étais toute seule, j'avais quand même un peu peur. Maintenant, je suis bien contente d'être toute seule même.
Et oui, du coup, ton rapport à la solitude, c'est... Alors parfois c'est très bien, parfois j'adore ça, et d'autres fois je me dis c'est un peu triste quand même, parce que quand t'es toute seule, dès que ça va pas, il y a personne pour t'aider. Bon, après tu peux appeler des amis, etc., mais c'est pas pareil. Et sinon, la solitude en soi, je trouve que c'est bien aussi de se retrouver avec soi-même. Ça fait pas de mal, et même on peut en apprendre sur soi. Mais j'ai vu la différence entre habiter en colocation et habiter toute seule, entre guillemets, chez mes parents, parce que je suis souvent seule du coup. En colocation, si ça allait pas, je pouvais aller voir mon ami et qu'on puisse parler, etc. Et si je voulais, je pouvais aussi très bien rester seule dans ma chambre. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients, comme beaucoup de choses d'ailleurs. J'aimerais du coup qu'on repasse à la fin du coup, fin primaire, début collège. Comment ça se passe ton arrivée au collège? C'est quoi le souvenir que tu as de la rentrée? Alors, je me souviens du premier jour de la rentrée. Je m'étais fait toute pimpante avec Mélissa, donc mon ancienne meilleure amie, qui est d'ailleurs j'ai toujours un petit contact avec elle. C'est pas qu'on s'est disputé ou quoi, c'est juste que le temps a fait qu'on s'est éloigné, mais je l'aime toujours autant et je sais que cette fille, c'est une fille en or. Mais bref, donc pour revenir à ce jour-là, je me rappelle, on était dans la cour du collège. Ils étaient en train d'expliquer comment ça allait se passer, les classes, etc. Et je regardais tout le monde et je me disais, ok, donc là c'est le collège. T'es plus la plus grande de l'école, tu es la plus petite maintenant. Et je me demandais comment ça allait se passer. Mais sinon, j'en garde un bon souvenir avec le recul parce que à y repenser, c'est drôle parce qu'on se dit c'est tellement naïf, c'est qu'une rentrée, alors qu'en 6e, pour moi, c'était un truc vraiment waouh, quoi. C'est la rentrée, il faut se faire super beau, il faut des nouveaux vêtements, il faut tatati tatata, alors qu'au final, c'est futile, quoi. Tu l'attendais cette rentrée au collège? Ouais, parce que pour moi, c'était un nouveau cap. C'était, je grandis, je deviens grande. Mais je pense que selon mes souvenirs, oui, je pense que je l'attendais vraiment cette rentrée. J'étais contente. Bon. Et comment ça a évolué après? C'est-à-dire, est-ce que tu as continué à être contente ou il y a eu des changements qui ont fait que... Après le collège, ça n'a pas été mes meilleures années. Mais il y a eu des hauts et des bas comme pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est là où j'ai rencontré aussi ma meilleure amie actuelle. Après, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais c'est la personne dont je suis le plus proche et qui me connaît le mieux, mais du coup, on va dire meilleure amie pour aller au plus vite. Mais c'est durant cette période de collège, donc en 5e en 6e, depuis la 6e. En fait, c'était en 6e. D'ailleurs, je me rappelle le premier jour de l'école, on était partis pour ne pas être amis du tout. On s'était garé sur le parking et nos 2 voitures étaient à côté et on s'est lancé un gros travers. Alors, c'était vraiment mal parti. Et au final, on a bien rigolé, on s'est tapé de bons délires, surtout au badminton, et c'est comme ça qu'on est resté en contact, qu'on a commencé à bien se fréquenter, etc. Et maintenant, on se côtoie souvent, on se connaît, elle me connaît, sa famille me connaît, elle vient tout le temps à la maison, et moi aussi, et du coup, voilà. Le collège, c'est aussi la période où tu grandis autant physiquement que mentalement. Ça s'est passé comment pour toi, déjà l'appréhension de la puberté, parce que ça arrive à ce moment-là. Et puis après, le passage de élève de CM2 après élève de seconde, ça a été quoi comme chamboulement pour toi? Alors déjà, rien que physiquement, le style vestimentaire, il change énormément parce que en primaire, en soi, c'est nos parents qui nous habillent, donc on s'en fout un petit peu. Puis après, ça commence à changer. Et au collège, là, on veut vraiment bien s'habiller, être un peu au top, entre guillemets. Et au collège, c'était un style vestimentaire surtout 6e, 5e, que je ne porterai, je pense, plus du tout, clairement. Mais c'est la période où on se cherche. On se cherche physiquement, mentalement. On essaie de plaire à tout le monde. Et du coup, on est influencé, je pense. Mais après, physiquement parlant et mentalement parlant aussi, j'avais très peu confiance en moi. Non pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais j'y travaille. Et ça s'est amélioré avec le temps. Mais collège, c'est la recherche de son identité, en fait. T'es passé par quelles étapes dans cette recherche? Ça a été quoi le premier déclic? Le truc où tu dis, ok, il y a quelque chose, faut que je fasse quelque chose. En fait, c'était pas tant le déclic, ça s'est fait petit à petit. C'est passé par une coiffure, puis une autre. On se dit, il y a ça qui me plaît, et puis on se rend compte que d'autres choses nous plaisent, et d'autres choses nous plaisent plus du tout. Et c'est là où se fait le changement inconsciemment. Après, il y a des choses où
Il y a des choses, par exemple, qui se passent dans nos vies et qui nous font prendre conscience que c'est bien ou pas bien. Ou alors, ça nous fait grandir, on apprend de ses expériences, en fait, tout simplement. Donc, c'était volontaire, oui et non, au final. Et puis, je pense que c'est un processus assez naturel. Avec l'âge, on grandit, forcément. T'as essayé de plaire à tout le monde? J'ai essayé. Au tout début, au 6e, 5e. Après, en 4e, un peu moins quand même. Puis 3e, en fait, arrivé en 4e, j'avais des... Comment expliquer? Par exemple, un truc tout bête, il y avait un vêtement que j'osais pas porter par peur d'être jugée et de recevoir des moqueries. Parce que dans notre collège, on sait tous, c'était fréquent quand même. 3e, ça s'est un peu démarqué. Rien qu'avec les... Ça, je me rappelle, c'est un truc qui m'a marqué, c'était les Bum Jeans et les Doc Martens. Ça, c'est vraiment le truc où je me suis dit, wow, ça y est, tu te détaches un petit peu de tout ça, c'est bien. Et après, c'est arrivé en seconde. Là, j'ai vraiment commencé à m'habiller comme je voulais. Et voilà, enfin, c'est cool, ça s'est amélioré, j'ai pris un peu plus confiance en moi. À l'heure actuelle, je m'habille comme je veux. Bon, après, il y a vraiment des vêtements qui sont excentriques et je me dis, est-ce que je vais vraiment les porter? Mais ouais, j'ai pris plus confiance en moi physiquement. Enfin, du moins vestimentairement parlant. Et au niveau du mental, au collège, j'étais toute fragile. Je me rappelle. C'est flagrant quand j'y pense. Et je le cachais. Je voulais pas le montrer, mais quand, par exemple, un gros truc m'arrivait, je partais en sanglots parce que la carapace, elle tient pas tout le temps. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, tu réponds très bien. Très bien. J'aimerais qu'on parle de la mode. Alors moi, l'image que j'ai de toi, c'est quelqu'un déjà de vraiment qui a un goût particulier pour la mode. Et ça se voit et ça se sent. Et puis du coup, en fait, quand on t'entend, on se dit que ça a été pour toi un joli moyen de grandir, en fait. Et c'est quoi ton rapport à la mode? C'est comment t'as découvert ce monde? Que j'aimais ça? Ouais. Alors déjà, je me rappelle, ça tous mes amis pourront le dire, mes amis passés, mes amis présents, tout le monde peut le dire, c'est que j'achète énormément de vêtements. Mon placard, en fait, il ne peut plus contenir mes vêtements. J'ai une espèce de placard dans mon couloir, tellement je n'ai plus de place. Mais j'aime ça parce que c'est... Je me dis, si tu te sens bien dans tes vêtements, tu te sens bien tout court. Il y a des vêtements... Je sais pas comment expliquer, c'est une manière de s'exprimer en fait, entre guillemets. Et c'est aussi un moyen d'embellir son corps. Donc ouais, je pense que la mode c'est important, mais c'est aussi superficiel, dans le sens où c'est que des vêtements. Ce qui est le plus important, c'est pas ce que tu portes, mais c'est ce que tu as dans ton cœur. Tu disais que la mode c'était une manière de t'exprimer. C'est quoi tes manières de t'exprimer à toi? C'est porter ce que je veux, sans que quelqu'un ait quelque chose à dire. Et au pire des cas, si quelqu'un me fait une remarque, fais-la. Mais j'en aurais rien à faire parce que tant que ça me plaît moi, je pense que c'est le plus important quand même. Ok, tu me le diras, oui, c'est ton avis et je le respecte, mais le plus important, ça reste le mien. Donc je pense pas que ça va m'influencer dans la manière de m'habiller. Mais du coup, alors, je triche un peu. Parce pas de souci. Du coup, quand je t'ai proposé de participer à cet épisode, c'est parce qu'en fait, je connais ton compte Instagram, qui est très joli déjà. Merci. Et en fait, on se rend compte, c'est t'as plein de moyens de t'exprimer. Et ça a été quoi le premier que tu as eu où tu t'es dit, waouh, je peux faire ça et ça va mieux après. Et c'est un moyen de mettre mes sentiments. Alors le tout premier, c'est le dessin. Et ça reste encore le dessin et ce sera, je pense, et je l'espère, toujours le dessin et j'aimerais même en faire mon métier. Le dessin, puis ensuite la peinture. Ça a toujours été pour moi mon moyen d'expression premier en fait. Moi qui ai du mal à m'exprimer. Enfin, je suis très pudique au niveau de mes ressentis, mes sentiments, etc. Et mon coup de crayon, c'est mes mots en fait. C'est ma parole. Et ce que j'aime bien dans le dessin justement, c'est que je vais dessiner, je vais savoir ce que j'ai représenté là-dedans. Et la personne qui aura en face aura forcément une petite idée, mais elle n'aura pas l'entièreté de ma pensée. Et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est un peu comme un au secours, mais sans que... Oui. Je sais pas trop comment expliquer. On appelle au secours sans vraiment le vouloir. Ouais, c'est un appel crypté de... Si tu me connais, tu comprendras. C'est ça. D'accord. Et
C'est quoi les autres? Les autres, après, ça a été du coup la mode, parce que j'aime trop les vêtements et je pense que ça se voit. Maintenant, je chine plus. J'achète beaucoup moins, si ce n'est plus du tout, à part vraiment les basiques si j'arrive pas à en trouver. Mais j'achète presque plus en magasin parce que je pense que tout le monde est au courant à cause de la surconsommation, surproduction, la maltraitance des employés, etc. Et puis même me dire que je chine ces vêtements, c'est se dire que il y aura peut-être pas tout le monde qui l'aura. Donc ça fait de cette pièce une pièce unique entre... Oui, enfin elle peut être unique, il y aura forcément quelqu'un qui l'aura peut-être, mais il y aura moins de gens que si je l'avais acheté par exemple à H&M. Donc ça déjà c'est le dessin, ensuite la mode. Après ça a été le montage vidéo je pense. Vraiment ça j'adore. J'adore voir le résultat, l'expression qu'il peut y avoir derrière, ajouter la musique, jouer avec le rythme, etc. Le montage par contre ça prend des heures, ça c'est sûr. J'ai souvent pété un câble parce que mon ordinateur se met à bugger, commence à tout supprimer. Je me dis t'as fait tout ça pendant des heures pour rien, mais c'est pas grave, on va recommencer. Et voir le résultat final c'est vraiment très gratifiant. Alors je fais juste une pause, allez tous voir ces montages vidéo qui sont très beaux, vraiment, je les ai regardés ce matin et... Merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup il y a eu les montages vidéo, ensuite en parallèle je faisais des photos avec Jeanne Claudel sur Instagram. J'ai été et je suis toujours modèle pour elle. Et comme on est très proches, on n'a pas de gêne en fait. On connaît l'univers de l'autre, donc on sait à quoi s'attendre. Et maintenant, on peut travailler sans même avoir à demander fais ci, fais ça. Ça vient tout seul en fait. Donc vraiment, quand je suis avec Jeanne, j'ai aucune gêne. Alors que si ça avait été quelqu'un d'autre qui me prenait en photo, je serais plus gênée et plus à reculons. J'oserais moins faire de choses en fait. Donc il y a eu ça, il y a eu la photo. Et il y a eu... Comment oublier? Pourquoi j'ai oublié ça? Le théâtre. Le théâtre, ça a commencé... En primaire, il y a eu une première fois au théâtre qui a été une catastrophe. Pour donner un exemple, je connaissais mon texte par cœur. Vraiment par cœur. Et une fois arrivée au plateau, trou noir. Plus rien. Rien ne sortait. J'avais super honte. Je n'osais pas du tout. Et d'ailleurs, le théâtre, ça a été vraiment bénéfique dans le sens où ça m'a retiré cette timidité. À l'heure actuelle, maintenant, je vais aller vers quelqu'un sans être vraiment gênée. Ça, tout dépend de la personne qui sera face à moi. Mais ça m'a vraiment aidée par rapport à ça, par rapport aux autres. Le jugement de soi aussi, qui est quand même très important. Et j'ose plus, tout simplement. Et du coup, le théâtre, pour continuer, j'avais donc arrêté, on avait fait cette première séance et j'ai plus refait de théâtre jusqu'en 4e. Où j'ai fait le club théâtre et j'ai vraiment aimé ça. Et donc arrivée en 3e, j'ai demandé si je pouvais intégrer l'option théâtre où il y avait 5 heures cette fois-ci et non plus 1h30 par semaine je crois. Il a fallu que je passe une audition que j'ai réussi, donc très contente. Et après ça, j'ai fait l'option lourde théâtre à Simone Veil qui est toujours en partenariat avec la Comédie Saint-Étienne. Et clairement ça a été mes meilleures années, j'ai adoré ça, c'était... un autre monde. C'est quand on rentrait dans la salle de théâtre, tu laisses tes problèmes de côté et là tu vas jouer d'autres personnages. Tu te mets c'est plus le personnage qui se met dans ta peau du coup. Mais t'as une autre vision de la vie, entre guillemets. Et ça apporte une autre vision, un autre ressenti. On peut dire que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre, mais du coup non, puisque c'est toi qui joues le personnage, mais ça t'apporte une nouvelle vision de la vie et plusieurs perspectives. Voilà, ça t'apporte de nouvelles perspectives. Enfin, j'ai trouvé le mot. Mais du coup, les gros moyens d'expression pour moi, c'est le dessin, le théâtre et les montages vidéo. La mode, après, c'est plus au second plan. C'est quand la première fois que tu t'es produite en public, à part cette malencontreuse expérience en primaire? Ça a été du coup en 4e. Je crois que la première fois où on s'est produit en public, c'était au Théâtre Tardy, si je dis pas de bêtises, mais c'est le souvenir que j'ai. Il me semble que c'était la première fois et j'étais super stressée.
Et en fait, le stress, il vient au moment de monter au plateau. C'est pas je vais stresser 1 heure avant. C'est vraiment au moment de monter, je vais être là, waouh, ok, donc pardon, c'est à toi, tu te trompes, tout le monde le sait. Mais j'adore ça. Cette adrénaline-là, j'adore. C'est vraiment un truc. Je sais pas, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Et ouais, donc ça a été la première fois où on s'est produit et gros stress. Et au final, quand la pièce s'est terminée, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer, clairement. Et c'est pour ça que j'ai continué pendant plusieurs années après. D'accord. Tu parlais de ton univers, tu le définirais comment ton univers? Alors c'est très compliqué, c'est pour ça que je demande souvent à mes amis qui ont un œil extérieur à tout ça. Après, selon moi, je trouve quand même que mon univers, il est assez triste. D'ailleurs, ma mère me le reproche assez souvent, elle me dit « Mais pourquoi tu fais que des choses tristes ?» Bah, je sais pas, ça vient comme ça. Mais ouais, je dirais plutôt triste, nocturne, parce que mes dessins sont en général sombres ou représentent la nuit. Parce que bah, c'est là où je me sens mieux en fait, c'est la nuit, c'est quand la lune vraiment elle éclaire notre monde, c'est vraiment le moment où je me sens vraiment bien et c'est là où ma parole elle sort clairement et que j'ai vraiment envie de dessiner. C'est bizarre mais je sais pas, le jour m'inspire moins et la nuit plus. Mais ouais, du coup pour décrire un peu l'univers ce serait triste, lunaire du coup et sombre mais doux à la fois. Parfois, je fais des dessins qui, même moi, après, avec le recul, je me dis, mais quand même, c'est un peu gore ou glauque, mais ouais, je pense que ce serait ça pour décrire mon monde. T'es quelqu'un de très créatif, on peut pas te l'enlever, mais moi, ce qui me choque, enfin, choque, allez, on va dire, m'émerveille le plus, c'est vraiment que, en fait, tu t'as pas peur de t'exprimer. Et t'as jamais eu un coup de syndrome de l'imposteur de dire, mais je ne suis pas légitime à faire tout ça? Ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Parce que là, que tu me dis ça, ça me fait super plaisir. Mais souvent, bah, là, j'ai pour projet d'intégrer une école d'art, donc les Beaux-Arts, qui est une grosse école quand même. Et je me dis, pourquoi moi en fait? Parce qu'il y a plein de gens qui font des choses incroyables et pour moi, ce que je fais, c'est basique. Et j'ai tout le temps l'impression de me dire, mais au final, ça se trouve, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait ou c'est justement de ce que j'ai vu sur Internet que je reproduis ou quoi. Donc ouais, ça m'arrive tout le temps et j'ai pas très confiance en mon travail. Mais du coup, comment tu crées autant? Parce que vraiment, il y a plein de choses et c'est hyper varié et c'est hyper, c'est plein de méthodes différentes et c'est quoi le petit truc qui fait que tu restes pas assise à une chaise et dire non, je ne le fais pas? Alors, faut pas croire, mais je suis une grosse flemmarde. Ça, c'est sûr, je peux pas le nier. Mais souvent, je me dis, au lieu de perdre ton temps à regarder la télé ou ton téléphone ou quoi, bah, va produire quelque chose parce que t'as plein d'idées, mais t'as juste la flemme de les faire. Et c'est ce qui s'est produit, bah, par exemple, hier. J'ai pris une veste que je ne portais plus et je me suis dit, bah, au lieu de la vendre ou de la jeter ou de la donner, parce qu'en soi, elle était super jolie, bah, retape-la. C'est ce que j'ai fait, je l'ai découpée, je l'ai recousue, j'ai brodé par-dessus et maintenant, j'en suis super contente. Et en fait, c'est se dire que au lieu de perdre son temps à ne rien faire, autant produire. Et du coup, c'est ce que je fais. Et je m'inspire de ce que je ressens, de mon histoire, de ce qui m'entoure aussi. Par exemple, je vais voir une fille avec un beau t-shirt, je vais me dire, ah bah tiens, je vais m'inspirer de ça pour en faire un aussi. Une personne qui va faire un super beau tableau, bah de même. Et je sais pas, c'est en regardant des choses, bah tu t'inspires et tu dis, bah je vais essayer de faire à peu près pareil, mais en gardant mon univers aussi. C'est l'inspiration du monde en soi et du mien aussi. Et de me dire qu'il faut qu'on se bouge les fesses quand même, qui font que bah, je produis beaucoup. Où est-ce que tu vas aller chercher ton inspiration? Est-ce que tu as des petits endroits où tu sais que tu vas en trouver? Alors, quelque chose de physique, ce serait Pinterest, qui est vraiment une mine d'or, mais pour mes profs d'école d'art, faut jamais aller dessus parce qu'il n'y a pas les références. Mais pour moi, c'est vraiment une mine d'or parce qu'il y a énormément de choses, il y a de tout. Tu peux t'inspirer pour que ce soit le cinéma, la mode, du coup, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les dessins, la peinture, les photos, la cuisine, il y a vraiment de tout là-dessus. Il y a même de quoi décorer ton intérieur. Tu as même des DIY, du coup, pour faire les choses toi-même. Donc ouais, vraiment Pinterest pour l'apparence physique, du coup, enfin le côté physique de l'inspiration. Et sinon, ce qui m'inspire, bah, c'est un exemple tout bête, par exemple, quand je vais être en voiture.
je vais regarder autour de moi, je vais en fait me plonger dans mes pensées. Et là, je vais avoir plein d'idées. Je vais me dire, ah ouais, faudrait faire ça, faudrait faire ci. Et j'ai tendance à ne jamais noter, du coup, j'oublie. Mais après, ça revient. Mais ouais, l'inspiration, bah, c'est du coup bah, la nuit, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est là où je me plonge dans mon moi intérieur et que je vais vouloir exprimer des choses. Et après, ce qui m'entoure, bah, tout, en fait. Par exemple, je vais voir une enfant sourire, rigoler, bah, ça va m'inspirer aussi. Des choses toutes bêtes, comme des choses en allant au musée, en regardant des tableaux, enfin vraiment de tout. De tout, de tout. C'est quoi ton rapport avec ton âge maintenant? Comment ça a évolué? Enfin, comment tu te sens aujourd'hui dans le monde en général? Alors c'est très paradoxal, mais parfois je me sens plus grande que les personnes de notre âge. Donc d'ailleurs j'ai 19 ans, du coup je le précise. Je me sens plus mature et c'est pas du tout de la vantardise, c'est juste une... comment est-ce qu'on dit déjà? C'est... Un constat? Oui voilà, merci, une constatation. Donc oui du coup c'est juste une constatation, mais j'ai l'impression d'être plus mature sur certains sujets. Mais autant parfois j'ai l'impression d'être une enfant en fait. Après c'est sûr, à tout âge on a toujours quelque chose à apprendre, mais pour moi je me sens encore... comme un petit bébé qui doit apprendre plein de choses et qui ne connaît pas tant de sujets que ça, qui est pas... comment dire, qui a encore plein de choses à découvrir et à apprendre. Et il y a plein de sujets que je maîtrise pas encore. Mais oui, parfois je me sens mature et parfois je me sens comme une petite enfant. Tout dépend de qui j'ai affaire en face de moi, quel sujet on va parler, etc. Donc, ouais. Mais après... je me sens aussi un peu à part, entre guillemets, par rapport à notre génération. Rien que par rapport à l'alcool, en fait. Je ne bois pas et je n'ai pas envie de boire parce que je bus, par contre. J'ai déjà bu au passé, j'ai eu des grosses cuites. Mais je faisais ça surtout parce que tout le monde le faisait. Et il y a eu un petit déclic où bah, moi, je prenais aucun plaisir à boire de l'alcool parce que je n'aime pas le goût. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait je vais me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas pour plaire aux autres? Quel est l'intérêt en fait? Donc j'ai arrêté, mais aussi parce que je suis allergique. Donc voilà, je suis allergique à l'alcool, mais avant ça m'empêchait pas de boire quand même. Puis maintenant, bah je vois pas l'intérêt de boire pour boire en fait, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui boivent pour boire et voient leurs amis pour boire et non pas pour voir leurs amis. Certains ne connaissent pas leurs limites et deviennent de personnes totalement différentes de ce qu'ils sont quand ils sont sobres. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pas envie d'avoir à faire en fait. J'ai pas envie d'être comme ça et c'est pour ça que l'alcool ne m'attire pas. Après, y a des cocktails qui sont très bons, hein, mais vraiment le principe de boire de l'alcool pour s'amuser, bah, c'est pas dans mes idées à moi. Je pars du principe qu'on n'a pas besoin de boire de l'alcool pour rigoler. D'ailleurs, je rigole tout le temps et pour rien, mais, mais voilà. Vraiment, par rapport à ça, je me sens un petit peu à part. Mais j'ai trouvé des amis qui boivent par pur plaisir et d'autres qui sont sur la même longueur d'onde par rapport à ce sujet, qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Du coup, ça va. Mais comme je vois, par exemple, quand je marche et que je vois dans les bars et que tout le monde est bourré, bah, ça me repousse un petit peu. Je comprends, parce que du coup, moi aussi, je bois pas. Ouais. Et c'est toujours compliqué d'arriver, et t'es dans une soirée, tu commences l'année et tu bois pas. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais non. Et sur ce, il y a ça aussi, justement, quand on est en soirée, les gens, tu leur dis que tu ne bois pas. Et donc moi, je rajoute qu'en même temps, je suis allergique. Et ils me disent, je suis désolée pour toi. C'est plutôt moi qui suis désolée pour toi parce que moi, je peux vivre sans l'alcool, du coup. Et c'est un plus, oui. Mais se sentir obligé de boire ça pour sentir bien, c'est triste quand même. C'est quoi qui t'a ouvert les yeux, entre guillemets? Parce que tu dis, c'était pour faire comme tout le monde, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu fais, bah non? Alors déjà, quand j'ai vu que j'étais allergique, quand j'ai compris que j'étais allergique, parce que je comprenais pas que je buvais une bière ou un verre de vodka, je vomissais. Et 20 minutes après, j'allais vomir. Donc je me suis renseignée et je me suis rendu compte que j'étais allergique à l'alcool, enfin que c'était le syndrome l'Asian flush. Donc la plupart des Asiatiques, en fait, on a deux ADN. Le premier qui traite l'alcool comme du vinaigre toxique
et le deuxième ADN qui va intervenir pour que ce soit comme de l'eau en fait. Et bah, ce deuxième ADN serait apparemment défaillant, donc ce serait pour ça que je suis allergique. Donc rien que ça, le fait d'être allergique et de se sentir mal, j'avais plus envie en fait. Ça me dégoûtait, donc vraiment plus du tout l'envie de boire d'alcool. Et le fait de ne plus boire à cause de ça m'a fait prendre justement ce recul et de voir les gens bourrés et de les voir se sentir obligés de boire justement pour se sentir bien. Et moi je m'étais dit mais quand je bois je me sens mal et quand je bois pas je me sens très bien. Alors pourquoi boire en fait? Et du coup voilà, donc grâce à mon allergie, entre guillemets, je pense que c'est pour ça. Est-ce qu'il y a aussi une part de toi qui veut avoir le contrôle permanent? Est-ce que tu as ce rapport-là au contrôle où tu ne veux pas... parce que du coup, tu l'as suggéré à un moment pour l'alcool, en disant que tu voulais pas perdre le contrôle de ton corps. Est-ce que tu as un rapport compliqué ou... Enfin, quel est ton rapport en fait, au contrôle en général? Je suis une personne qui veut tout contrôler, ça vraiment. Que ce soit mes émotions ou quoi, je ne veux pas que ça sorte en fait. J'ai pas envie de montrer ça à n'importe qui. Et justement, comme je suis fille unique, j'ai souvent été seule chez moi, donc je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Et c'est pour ça, je pense que cette part de contrôle est assez proéminente chez moi. Donc ouais, je veux souvent contrôler les choses. Ça a donné lieu à des situations compliquées? Parfois, oui. J'ai un exemple tout bête, par exemple, quand j'ai fêté mon anniversaire, donc du coup avec mon cousin, le fameux de la maternelle. Je voulais tellement tout contrôler, que tout soit bien, j'étais super stressée. Et mon oncle, mes amis m'ont dit « Mais calme-toi, c'est ton anniversaire, profite-en ». J'étais « Oui, mais je veux que vous soyez bien, je veux que tout soit parfait, etc. » Et justement, ce souhait de tout contrôler, etc., parfois c'est mauvais, on se sent pas bien et ça se ressent du coup. Ça peut être bon comme mauvais. Parfois ça a ses avantages, parce que tu peux avoir un super bon résultat, et ça peut avoir ses inconvénients parce que intérieurement tu peux te sentir mal parce que tu stresses de ne pas avoir les résultats que tu souhaitais. Donc voilà. Tu dis que tu voulais que tout soit parfait. C'était un sentiment global, c'est-à-dire que tu voulais donner la meilleure image de toi-même à tout le monde? Non, pas la meilleure image, c'était que tout le monde se sente bien en fait. Ouais. C'était surtout ça. Et alors, je sais que c'est compliqué souvent dans le rapport aux parents de vouloir leur plaire. Est-ce que toi c'était ton cas? Est-ce que tu voulais plaire absolument à tes parents? Je dirais pas plaire, mais j'ai toujours voulu et je veux toujours rendre fiers mes parents parce que ils m'ont énormément donné. Et j'aimerais leur dire, c'est pas pour rien que vous avez fait ça. Et c'est pas du tout néfaste, au contraire, ça part d'un bon sentiment et c'est vraiment, comment dire, sain. C'est vraiment quelque chose de sain, c'est un rapport où vraiment j'ai envie qu'ils soient contents de ce que je fais, que tout cet investissement, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du temps, au niveau de l'amour, etc., n'ait pas servi à rien. Et après, je sais que même si c'est un échec, ils le prendront pas mal parce qu'ils sauront que j'aurais tout donné quand même. Et je serais allée au bout. Et si ça rate, c'est pas grave. C'est la vie. Mais voilà. Et du coup, au lycée, tu étais en section théâtre, c'est ça? J'étais en L spécialité théâtre. D'accord. Et du coup, t'as continué le théâtre à ce moment-là. C'était comment? Donc j'ai fait du théâtre, option théâtre en seconde. J'ai fait l'option lourde en première et en terminale. Et en parallèle, j'ai fait l'option fac en première. Donc en première, j'accumulais 5 et 3 heures, je crois, on faisait. Je crois que c'était 3 heures en fac. Donc 5 heures et 3 heures, ça faisait 8 heures de théâtre par semaine. En sachant qu'il y avait les TPE aussi. Et nous, les TPE, c'était Accès Théâtre. Donc j'avais 2 heures en plus, donc ça me faisait du coup 10 heures. Je crois que c'était 2 heures théâtre fac. Donc j'avais 9 heures de théâtre par semaine. Et pour moi, c'était pas du tout un boulet que je trimballais avec moi. Bien au contraire, c'était vraiment, j'adorais ça. Ça a été mes plus belles années. C'est aussi le moment où tu dis, au théâtre, personne ne te juge parce qu'ils font la même chose que toi. Alors pourquoi tu vas te juger toi? Et c'est comme ça que j'ai appris à avoir plus confiance en moi
et à me défaire de ce jugement d'autrui et du jugement des autres par rapport à soi aussi. Donc vraiment de super bonnes années, de super bons souvenirs. Et du coup, au lycée, c'est là aussi où tu as consolidé ton cercle proche ou, Alors, totalement, quand j'y pense, ouais. J'ai des amis qui étaient avec moi au collège et qui sont allés au lycée avec moi. Enfin, on est allés au même lycée. On a fait aussi théâtre ensemble, du coup. Et il y en a que, oui, j'ai gardé auprès de moi, mais plus dans le côté pote, dans le sens où on rigole bien ensemble, etc. Mais je n'aime pas me confier à toi. Et d'autres qui est maintenant, c'est vraiment des amis proches, même si s'ils sont à distance, etc. Ça ne retire en rien le lien qu'on a. Mais il y a des gens que j'ai gardés du lycée que je n'aurais jamais pensé. Je traînais pas tant que ça avec eux au lycée et à l'heure actuelle, bah, c'est les personnes à qui je parle le plus, bizarrement. Donc ouais, c'est surprenant, mais c'est cool. Parce que c'est vraiment des bonnes personnes et je suis vraiment contente de leur parler encore aujourd'hui. Donc oui, j'en ai gardé. Et contrairement en fait au collège, quand on a plein d'amis, on se dit on va tous les garder, etc. Mais en fait au lycée, on commence vraiment à plus trouver son identité et on change tous. Et c'est vraiment à ce moment-là où on va avoir nos vrais amis, je pense. Après là, ça fait que 2 ans que le lycée est terminé. Donc j'ai peut-être pas assez de recul et ça va peut-être encore changer d'ici là. Mais ouais, j'ai gardé quelques personnes du lycée. D'accord. Et tu as fait quoi du coup l'année? Enfin, tu as eu ton bac, du coup, option théâtre. Bac L, ouais, je l'ai eu, spécialité théâtre. Je l'ai eu ric-rac, mais je l'ai eu. Donc ça va. Donc ouais, je l'ai eu, j'étais bien contente. Et tu t'es dirigée vers quoi après? Alors, quand j'étais petite, je voulais faire styliste. Puis ça a totalement changé. J'ai voulu devenir dessinatrice. Et avec le recul, arrivé au lycée, je me suis dit, mais j'ai pas envie de vivre sous le pont de Simone Veil. Et parce que les métiers d'art, c'est assez compliqué. Et je m'étais dit, pourquoi pas devenir architecte d'intérieur. Donc je me suis lancée dans une prépa design, où on apprend à dessiner, donc le dessin d'observation, le dessin analytique, où on analyse vraiment et on reproduit justement des œuvres, entre guillemets. C'est vraiment au détail et c'est la reproduction au maximum. Enfin, on essaie de faire au mieux. Il y avait l'expression plastique que ça, j'adorais. C'était vraiment le moment où tu pouvais t'exprimer. On a eu aussi du dessin modèle vivant. Donc on dessinait des modèles du coup. Et ensuite, pour ce qui est du côté design, on avait le design de mode, design d'espace, design graphique et design de produits. Et moi qui voulais faire architecte d'intérieur, je me suis dit, bah, design d'espace, donc l'architecture, ça va être vraiment ce que je vais aimer. Il s'est avéré que c'était la matière que j'appréciais le moins, parce que vraiment c'était, selon moi, trop casse-tête, c'est vraiment au millimètre près. Et justement, je pensais que, comme j'étais perfectionniste et que je voulais que tout soit bien, bah, que ça allait me correspondre, alors qu'en fait, pas du tout. Ça m'a pas du tout plu, je pouvais pas m'exprimer à l'intérieur. Et c'est là où j'ai compris que bah, le design, c'était pas fait pour moi et que bah, vraiment, ce qu'il me faut, c'est dessiner. Et donc, l'art plastique et non pas l'art appliqué. Ça s'est passé comment parce que, alors, dans mes souvenirs, c'était à Lyon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu partais de chez toi? Je partais de chez moi, j'étais super contente parce que j'attendais que ça, avoir mon appart, mon indépendance, être plus libre. Parce que, non pas que j'étais pas libre, bien au contraire, je pouvais sortir quand je voulais. Ma mère avait totalement confiance en moi. Mais là, c'était vraiment... bah, tu te retrouves vraiment seule et tu dois t'occuper entièrement de toi. Si tu te fais pas à manger, bah, tu n'auras pas à manger en fait, tout simplement. Et ça, c'était vraiment pour moi le summum. J'étais super contente, je faisais camp Paris, je veux enfin partir. Enfin, je veux partir. Et là, maintenant que ça s'est fait, enfin que ça s'est été fait, j'étais super contente, vraiment. Et ça a été vraiment bien. Bon, maintenant, je suis de retour à Saint-Étienne, donc chez mes parents. Et c'est un truc qui me manque quand même, avoir son appart et pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, le décorer comme tu veux sans que personne te dise quelque chose. Et ouais, ça me manque, mais je l'ai bien vécu quand même, vraiment bien. Ça se passait comment factuellement
Du coup, t'es partie, tu étais en coloc, c'est ça? C'est ça, en colocation avec Jeanne, du coup, Mhm. une amie à moi, et Chloé, qui était une amie de Jeanne. Et vraiment, c'était vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé. Parce qu'avec Jeanne, on partageait vraiment de super bons moments. Et c'était l'occasion pour toutes les deux aussi de réaliser les projets de l'une et de l'autre. Quand elle avait besoin de moi, j'étais là. Et ce qui était bien, c'est que comme on était toutes les trois dans des études artistiques, quand on avait un trou et qu'on faisait nos devoirs ensemble, on pouvait aider l'une et donner des idées. Et ça, c'était vraiment bien. C'était un plus. Et c'était un ensemble une espèce de brainstorming général, perpétuel de chacun se donne des idées. C'est ça. C'est génial. J'aimerais te parler de tes émotions. Oui. Parce que du coup, t'en as pas mal parlé depuis le début. Et tu disais que tu as commencé par vouloir tout mettre sous le tapis et ne rien dire à personne. Est-ce qu'il y a un moment où ça a pété? Alors, en fait, mes émotions, je suis une personne qui rigole et sourit souvent. Mais quand je suis avec les autres, quand je vais être toute seule, par exemple, quand on va me croiser dans la rue, on va penser que je suis hautaine, que je trace ma route et que j'en ai rien à faire des autres. Et que je suis vraiment quelqu'un de froid. Mais c'est une apparence. Parce que je veux pas que n'importe qui ait accès à mon moi intérieur. Et ouais, je montre pas beaucoup ce que je ressens. Et si je rigole avec quelqu'un, je vais bien rigoler, mais je vais pas lui dire ce qui va pas en moi, en fait. Je le dis à très peu de personnes, et même mes amis, quand je vais pas bien, ils le savent. Ils m'ont dit que oui, ils seraient là, etc. Et je le sais. Mais je n'irai pas vers eux pour leur dire ouais, ça va pas, j'ai besoin de parler. J'ai tendance à tout garder pour moi et c'est pas bon. Mais j'ai trouvé des moyens justement pour évacuer tout ça. Donc il y a le dessin, la peinture, écrire des textes, me parler à moi-même, que ce soit par l'écrit ou par la vidéo, etc. Ou même le sport. Quelque chose de tout bête, mais ça t'aide à évacuer. Mais ouais, je vais pas me confier à n'importe qui. Et les personnes à qui je me confie, je sais que je peux vraiment leur faire confiance. Mais il y a des fois où, par exemple, je sais qu'au lycée, je peux être très dure, très froide et très colérique. Et c'était vraiment comment dire, le petit critère qui faisait rire tout le monde, c'était que fallait pas m'énerver en fait. C'est vraiment, j'étais un buffle et avec le recul, c'est drôle. Mais bon, en gros, je me laissais pas marcher dessus. Je me laissais pas faire marcher dessus. Non, je me laissais pas marcher dessus. C'était bon. Ouais, c'était ça. Je me laissais pas marcher dessus et quand quelque chose ne me plaisait pas, je faisais très vite savoir. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Quand quelque chose ne me plaît pas, ça va se voir. Je vais avoir le visage fermé, je vais le dire clair et net, ça me plaît pas, mais je vais pas m'énerver contrairement à avant. Mais en prépa, par exemple, déjà quand on faisait l'appel, je disais oui, mais de manière très sèche. Et mes amis en rigolaient et me l'ont fait remarquer. J'ai même des amis qui pensaient que je les aimais pas au début d'année. Mais c'est juste que quand je suis normale, entre guillemets, je suis froide. J'ai le visage très fermé. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas la personne. C'est juste que en fait, j'apprends à connaître les gens pour ensuite aller vers eux. C'est vraiment toujours ce rapport de me protéger, entre guillemets. Donc c'est vraiment ce côté de se protéger, le fait de ne pas montrer ce que je ressens. Je pense que ça vient d'où? Parce que c'est étonnant dans le sens où c'est quelque chose qu'on donne énormément aux hommes dans la société. C'est-à-dire que dès l'enfance, on leur dit de garder leurs émotions, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on accepte plus chez les petites filles. Tu penses que ça vient d'où? Du fait déjà qu'on se soit moqué de moi, déjà rien que ça. Et des déceptions, que ce soit amicales ou familiales, etc. En fait, maintenant, à l'heure actuelle, quand quelqu'un va me décevoir, je vais me dire ok, tu m'as déçu, mais je vais pas m'attarder dessus, je vais passer à autre chose. Parce que avant, ça me faisait vraiment mal, ça me blessait et je perdais encore plus confiance en moi. Sauf qu'à l'heure actuelle, j'ai plus envie de perdre mon temps. Et c'est aussi pour ça que je prends quand même du recul et je donne pas tout dès le début. J'apprends à connaître la personne et si je vois que je peux avoir confiance, je me dis ok, je lui fais confiance. Donc là, je m'ouvre et si je vois qu'elle me déçoit, je me dis bon ok, je me serais ouverte, certes, mais maintenant que je sais que tu m'as déçue et que je peux plus te faire confiance, c'est pas grave, je passe à autre chose et puis voilà. Mais ouais, je pense que c'est vraiment par la déception que
que tout s'est renfermé dans ce corps-là. Ça a été progressif, la création d'une espèce de carapace, ou ça a été du jour au lendemain? De mes souvenirs, je pense que ça a toujours été là. Ça a été... Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Mais au collège, lycée, c'était très présent. Et maintenant, ça l'est toujours. Et ça peut être pesant d'ailleurs. Pour les personnes qui sont très sensibles à ça, ils le ressentent direct. Et j'essaie de travailler dessus, d'être moins dur et en bloc de béton là. Mais c'est progressif, mais là au moins c'est dans le bon sens. Je me referme moins. Tu disais travailler dessus. Tu travailles seule ou est-ce que tu es déjà allé voir un médecin ou un psy? Alors je suis jamais allée voir de psychologue ou quoi, mais il y a les parents d'une amie à moi qui m'ont pas mal aidée quand même. Ils m'ont ouvert les yeux et après ça reste quand même un travail personnel parce que personne ne peut faire ce travail à ta place. Seule ta personne peut remplir cette mission-là, entre guillemets. Donc ouais, j'ai eu de l'aide, un petit peu. Mais c'est essentiellement du travail sur soi et fait par moi-même. Si tu rentres dans une pièce et que face à toi, il y a la Cécile de 5 ans qui est un petit tyran avec son cousin qui était face à toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors beaucoup de choses. Déjà, à commencer par essayer d'être moins égoïste. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, je ne prêtais rien. C'était à moi. Même ma phrase, on me la ressort encore maintenant, hein, c'est à bébé. Je disais tout le temps, c'est à bébé. C'est un bébé, c'est tout. Et c'est à personne d'autre. Donc ça, déjà, rien que le partage, parce que à penser comme ça, on va pas très loin. Penser qu'à soi, c'est à moi et pas à toi. Le partage, c'est tellement bien, parce que ça te permet d'évoluer, en fait. Tu peux avoir de nouvelles perspectives et développer ton univers. Donc rien que ça, partager, parce que ça fait du bien. Ne pas écouter ce que disent les gens, clairement, parce que c'est une perte de temps, ça va faire plus souffrir qu'autre chose. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre? D'être plus gentil, du coup, avec son cousin. Parce que même mon cousin, il disait à son père que je lui faisais peur, donc c'est que ça veut dire beaucoup. Mais oui, je lui dirais que ne pas se fier au jugement des autres, être du coup moins fermée à cause de ça, et plus ouverte. Et certes, se méfier des gens, mais c'est pas une raison pour avoir un gros bouclier, une espèce de carapace en béton ou que sais-je. Donc ouais, je pense que je dirais ça. Mais que la vie, certes, elle est pas très belle, mais elle est très jolie aussi. C'est mieux de voir les choses du bon côté que du mauvais. Est-ce qu'il y a une œuvre ou quelconque création qui te rappelle toutes ces choses-là et que tu regardes en te disant oui, il faut que je m'en rappelle? Il y a beaucoup d'œuvres que j'aime. Il y a eu celle de Van Gogh, La Nuit étoilée, parce que ça parle de la nuit et que pour moi c'est l'élément déclencheur pour mon expression. Il y a ça et il y a la colonne de Frida, où on voit toute sa souffrance en fait. Et ouais, c'est vraiment 2 œuvres qui sont très connues certes, mais qui pour moi parlent beaucoup. Mais après en soi, je m'attache pas aux œuvres des autres, mais aux miennes. Parce que les miennes, je sais ce qu'il y a là-dedans. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde les anciennes, je me dis ah oui c'est vrai, c'est passé ça et c'est pour ça que j'ai dessiné ça en fait. Donc ouais, je me fie plus à mes œuvres que celles des autres. T'as tout gardé? J'ai tout gardé, ouais. Et il y a des pépites. Mais ouais, c'est bien de tout garder aussi. Je garde tout, j'ai tendance à tout garder pour me souvenir, me rappeler. Je me dis si jamais un jour j'ai une perte de mémoire, là j'aurai tout sous la main. C'est mon album en fait. C'est très joli. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à venir suivre le Canap sur ses réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, mais aussi sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes de podcast sur lesquelles il est possible de le trouver. Je te dis à dans 2 semaines, à très bientôt, et prends soin de toi.